Est-ce que les antidotes, on les utilise à bon escient et au bon moment? Est-ce que les antidotes sont efficaces? Et si ce n'est pas suffisant, quand est-ce qu'il faut intervenir pour fermer le recul gauche? Ce sera les sujets suivants qui vont être traités par Thierry Foliguet et Emmanuel Tégère. À toi, mon cher Nicolas, pour nous éclairer davantage comment évaluer le risque hémorragique et thrombotique chez le patient en fibrillation atriale. Merci. Alors merci Alain pour la présentation, merci Emmanuel et Thierry pour m'avoir invité ce matin à cette journée. Donc effectivement, je vais vous parler de l'évolution du risque hémorragique et thrombotique au cours de la fibrillation atriale. Et pour commencer, je vais parler du risque thrombotique. Et comme vous le savez à peu près tous, je pense, l'évaluation du risque thrombotique dans les recommandations européennes est basée sur le score de Chasles-Vasc. Alors c'est un score important, je vais revenir après sur les différents items de ce score. Et en fait, vous le voyez, dans la décision thérapeutique pour commencer un traitement anticoagulant chez un patient en FA, on va exclusivement se baser sur ce score-là. Donc maintenant, c'est quand même complètement reconnu par les sociétés savantes et largement utilisé en pratique. Et vous voyez ici que la recommandation de classe 1 pour commencer un traitement anticoagulant au cours d'une FA, c'est un Chasles-Vasc supérieur ou égal à 2 pour les hommes et supérieur ou égal à 3 pour les femmes. Alors d'emblée, vous voyez qu'il y a une différence en fonction du sexe, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et je vais revenir après concernant le facteur féminin dans le score de risque thromboembolique. Alors pour les patients qui ont un Chasles-Vasc K1, on est sur du 2A, donc c'est plutôt recommandé de les traiter par des anticoagulants, mais avec un niveau de preuve qui est un peu plus faible. Alors concernant les différents critères du score de Chasles-Vasc, donc tout le monde connaît à peu près les critères, mais c'est important de connaître un petit peu les détails de chacun des critères. Donc si vous prenez le premier critère du Chasles-Vasc, c'est l'insuffisance cardiaque, chronic heart failure, et vous voyez que c'est à la fois, c'est soit avoir des symptômes d'insuffisance cardiaque, soit avoir une fraction d'éjection de moins de 40%. Donc c'est des critères assez précis. Concernant l'hypertension artérielle, c'est une hypertension artérielle de repos supérieure à 14,9 ou alors avoir un traitement antihypertenseur. Donc ça c'est important parce que par exemple vous pouvez avoir une tension normale chez votre patient, mais considérez que son score thromboembolique, vous avez un point sur le critère HTA, même s'il a une tension normale, du moment qu'elle est traitée. Et ça, c'est en opposition, par exemple, avec le Hasbled, que je vais vous montrer après. Sur le Hasbled, c'est l'HTA non contrôlée qui est prise en compte. Donc, il faut une tension supérieure à 16,9. Donc, vous voyez qu'il y a des petites différences entre le Chasles-Vasc et le Hasbled. Donc, c'est important de connaître ces petits détails. Concernant l'âge, vous avez l'âge supérieur ou égal à 75 ans qui vous code 2 points, et entre 65 et 74, c'est 1 point. Le diabète, là je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez que vous avez la définition, une glycémie supérieure à 1,25 ou un traitement par ADO ou de l'insuline. Le facteur stroke, donc c'est antécédent d'AVC, d'AIT ou thromboembolique systémique. Et l'autre jour, à une réunion d'experts, on a eu la discussion par exemple sur les antécédents d'AVC hémorragique. Et donc, à cette occasion, j'ai appris que l'antécédent d'AVC hémorragique rentrait aussi dans le stroke du Chasles-Vasc. Donc, vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui sont importantes à savoir. Le VASC, c'est la pathologie vasculaire. Vous voyez ici que c'est un antécédent d'infarctus, une artériopathie des membres inférieurs ou une athérosclérose aortique. Et vous voyez que le sexe féminin, je vais y revenir juste après, cote 1 pour ce score de Chasles-Vasc. Et en fonction du chiffre que vous allez avoir, on peut calculer un risque thromboembolique. Alors vous voyez ici, Chasles-Vasc à 0, c'est 0. Bon, c'est pas vraiment 0, c'est parce que la cohorte était trop faible dans l'étude initiale. Et vous voyez qu'ici, à partir de 2, vous êtes à 2,2% annuel, ce qu'on estime être un surrisque suffisant pour commencer à proposer un traitement anticoagulant. Alors, ce que vous pouvez retenir, c'est Chasles-Vasc 1, c'est à peu près 1%, Chasles-Vasc 2, c'est 2%, Chasles-Vasc 3, c'est 3%, Chasles-Vasc 4, c'est 4%. Et après, ça devient un peu erratique, mais bon, c'est un moyen simple pour à peu près juger le taux annuel thromboembolique d'AVC chez nos patients en fibrillation atriale. Alors, pourquoi est-ce que le sexe féminin, c'est un petit peu spécial? Parce que quand on reprend la plupart des études qui recherchent un lien entre un surrisque d'AVC avec la FA et le sexe féminin, les études sont assez discordantes. Et je vous ai mis ici un schéma qui vous montre, en comparant les femmes en rose et les hommes en bleu, vous voyez que c'est à partir du score de Chasles-Vasc
à 3 pour les hommes et à 4 pour les femmes, qu'il y a une différence significative entre les hommes et les femmes. Donc jusqu'à 3 pour l'homme et 4 pour la femme, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme en termes de risque thromboembolique. Ce qui fait que dans les recommandations, donc ça c'est pour vous montrer les différentes études qui ont été publiées, je ne rentre pas dans les détails, et vous voyez que les hazard ratios étaient variables entre 0,89 et 2,6 avec une moyenne de 1,2, ce qui est relativement faible, ça fait une augmentation relative de 20% du risque thromboembolique, mais c'est vrai que ça reste quand même relativement faible par rapport aux autres critères du score de Chadds-Vasc. Ah, ça marche plus, voilà, pardon. Voilà, donc je reprenais ici, ça je vais passer. Diapositive suivante, je ne sais pas, ça passe plus là. Voilà, merci. Et donc, dans les recommandations, vous voyez ce qui est marqué, c'est que le fait d'avoir le sexe féminin, c'est un facteur de risque, mais c'est plutôt un stroke risk modifier qu'un vrai risque thromboembolique. C'est-à-dire ça modifie un petit peu le risque thromboembolique, mais avec un poids qui semble quand même un peu plus faible que celui des autres critères du score de Chadds-Vasc. Alors, je vous ai quand même trouvé d'autres critères qui ont été publiés dans la littérature, même si c'est le score de Chadds-Vasc qui est le plus communément utilisé. Et ici, j'ai retrouvé le score Atria, qui est un score qui est pas mal aussi, qui est intéressant à connaître. Et donc, il divise ici en deux groupes, les patients qui ont fait un AVC et les patients qui n'ont pas fait d'AVC. Et vous voyez que les critères sont quand même assez identiques au score de Chadds-Vasc. Le fait, donc l'âge, le fait d'être une femme, la fonction rénale, alors ça c'est rajouté aussi par rapport au Chadds-Vasc, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, le diabète. Donc c'est pas très très loin du score du Chadds-Vasc, mais la différence c'est que ça inclut l'insuffisance rénale et on va voir que c'est un facteur très important, l'insuffisance rénale, à la fois pour le risque thrombotique et à la fois pour le risque hémorragique. Le cut-off du score Atria c'est supérieur ou égal à 6 et au-delà de 6 on estime qu'il y a un surrisque thromboembolique qui nécessite le traitement anticoagulant. Alors je ne sais pas, ça marche plus. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Tu pointes dans l'autre sens vers le projecteur. Vers le projecteur, il faut pointer. Là, regarde, comme ça, vers moi. Pointe sur moi. Ah, voilà, ça marche. Ah, pardon, excusez-moi. Ok, alors je vous ai retrouvé, il y a un autre aussi, un score qui est utilisé dans les publications, qui est le score ABC, et qui correspond en fait à des scores où ont été inclus des biomarqueurs. Alors c'est pas inintéressant, et les biomarqueurs qui ont été rajoutés, c'est la troponine, vous voyez ici avec les dosages de troponine, et le NT-proBNP. Et vous voyez ici, en rajoutant l'antécédent d'AVC, l'âge, à ces deux biomarqueurs, en fait, il y a un calcul de points qui est effectué. Et en fonction du nombre de points que le patient va avoir, ici, il y a un calcul automatique du risque thromboembolique à 1 an et à 3 ans, avec ici 1%, par exemple, pour un total de points qui est ici à 10. Et plus vous allez augmenter, ici, vous montez jusqu'à 15% de risque thromboembolique annuel, ce qui permet quand même de stratifier le risque, et c'est utilisé dans plusieurs publications. Alors, ce qui est intéressant de savoir, et la conclusion globale de tous ces scores, encore une fois, c'est le Chadds-Vasc qui est utilisé dans la pratique clinique, c'est qu'en fait, il y a d'autres facteurs qui interviennent que le score de Chadds-Vasc stricto sensu, mais que pour l'instant, ils n'ont pas été inclus. Je pense par exemple à nos collègues échographistes qui disent souvent, mais pourquoi la taille de l'oreillette gauche n'est pas inclus? Pourquoi le fait d'avoir un état pré-thrombotique à l'ETO n'est pas inclus? Donc effectivement, ça, c'est des scores statistiques, et c'était les critères qui sortaient le plus fort par rapport à ces autres critères. Mais c'est vrai qu'en clinique, il y a des critères importants et qui ne sont pas dans ces scores de risque. Et donc, ce qui est une des conclusions de la conférence de consensus de 2019, c'est de dire que tous ces scores sont amenés à être renouvelés de manière fréquente, et ils sont réévalués de manière fréquente. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, le score de Chadds-Vasc a été revalidé. Il y a plusieurs études qui l'ont revalidé, et ça reste le meilleur score à utiliser pour commencer un traitement anticoagulant chez nos patients. Voilà, donc ça c'était pour l'évaluation du risque thrombotique, donc c'est assez simple, on retient le score de Chadds-Vasc, bien connaître les items, et puis après, voilà, c'est bon. Alors par contre, le risque hémorragique, comme tu le disais Alain, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a eu plusieurs évaluations et des scores différents qui ont été utilisés, et je vous ai mis ici le dernier, qui date des guidelines de 2016 sur la fibrillation atriale, et qui en fait prend une liste de plein de facteurs qui ont été utilisés. Et c'est vrai que nous on était un peu habitués au Hasbled depuis 2012, c'était le score qu'on utilisait, un peu le pendant du score de Chadds-Vasc. Et c'est vrai que depuis 2016, le Hasbled est un peu sorti des recommandations, et c'est ce score là qui est, enfin ces items qui sont utilisés. Alors vous avez en gras les items qui sont entre guillemets modifiables.
Et c'est important parce qu'un des gros messages sur les facteurs de risque hémorragique, c'est qu'il faut tout faire pour éviter les facteurs. Si on a de l'hypertension, il faut la traiter. Si on a un patient sous AVK avec un INR labile, il faut bien modifier les doses, éventuellement les traitements pour qu'ils soient plus labiles. L'exposition à l'association des antiagrégants, ça c'est aussi évitable, modifiable. Et l'excès d'alcool, faut dire aux gens de réduire ou arrêter leur consommation d'alcool. Donc vous avez les critères en gras, pareil pour l'anémie qui peut être corrigée, qui sont des facteurs modifiables. Et donc un des messages pour les facteurs hémorragiques, c'est qu'il faut faire le maximum pour modifier les facteurs de risque et les remettre à la normale. Alors l'autre message qui est important, c'est que autant sur le CHA2DS2VASc, il y aura une indication et une conséquence thérapeutique pour le patient, autant pour les scores hémorragiques, à l'instant T, il n'y a pas de contre-indication à la mise sous anticoagulant sur un score hémorragique trop élevé. Et donc c'est ce sur quoi je vais revenir après. Mais en fait, il n'y a pas d'indication formelle, enfin de contre-indication ou d'indication à un autre traitement, par exemple une fermeture d'auricule, sur un score d'hémorragie trop élevé. On va revenir après. Par contre, ce que va faire cette évaluation du risque hémorragique, c'est potentiellement de modifier les doses des anticoagulants qu'on va utiliser. Je pense qu'Emmanuel va en parler après, moi je vais en parler un peu après aussi, sur les doses d'AOD notamment qu'on peut utiliser, notamment pour les associations avec les bi- ou les trithérapies et les durées de traitement anticoagulants et antiagrégants à adapter. Donc la seule conséquence potentielle, ce serait ça, sur l'évaluation du risque hémorragique des patients. Alors, je vous remets ici aussi le score de Hasbled, qui datait de 2010 et qui avait été confirmé en 2012, avec l'HTA non contrôlé. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas le même critère que pour le CHA2DS2VASc. Pour le CHA2DS2VASc, on peut avoir une tension normale mais traitée, ça rentre dans le CHA2DS2VASc. Par contre, si vous avez une tension normale et traitée, vous n'avez pas un point sur le score de Hasbled. Après, je rentre pas dans les détails parce que c'est des critères qui sont tout à fait connus. Et pour chaque critère, on avait 1 ou 2 points à rentrer dans ce score. Et le score de Hasbled, je vais vous montrer après les taux d'hémorragie annuelle, on considérait que le cutoff c'était à 3. Quand c'était supérieur ou égal à 3, on est un peu plus de 3% annuel hémorragique et on considérait qu'on avait un sur-risque hémorragique chez nos patients et donc il fallait en tenir compte. Il y a un autre score qui a été publié un peu avant, c'était le score Hemorrhage. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler. Et donc, c'est à peu près les mêmes critères. Mais vous voyez ici, par exemple, le fait d'avoir un cancer ou d'avoir un antécédent de cancer rentre dans le risque hémorragique. Et l'évaluation du sujet âgé, notamment avec les chutes. Et ça, c'est un vrai problème. Je ne sais pas s'il y a des gériatres, mais même pour les cardiologues, chez les patients très âgés, on est toujours un peu inquiet de mettre des traitements anticoagulants. Et quand les gens commencent à nous dire je tombe et tout ça, on se dit oh là là, c'est inquiétant. Et donc c'est vrai que le fait d'introduire la chute, c'est quand même pas c'est pas inintéressant dans cette évaluation. En tout cas, chez les patients très âgés, c'est vrai que ça pose un problème et souvent il faut un collègue gériatre pour évaluer le risque hémorragique du patient. Et si on ne peut pas lui mettre des anticoagulants, discuter une fermeture d'auricule, je pense que c'est ce qui sera discuté après aussi. Alors voilà ici sur le score de Hasbled, en fonction des critères, vous avez le taux d'hémorragie annuelle. Donc c'est le pendant du CHA2DS2VASc, si vous vous souvenez, 1 c'était 1, 2 c'était 2, oui, ici c'est à peu près pareil. 3, on est à 3,7% annuel d'hémorragie, et là à 4, on est vraiment, c'est très très élevé, quasiment 9% annuel d'hémorragie, donc c'est vraiment des patients à très haut risque de saignement. Alors, chez le sujet âgé, un petit mot, vous voyez ici que nos collègues gériatres, ça c'est mon collègue Olivier Hanon qui m'a donné cette slide, qu'en fait, ils utilisent une règle qui s'appelle la règle des 4 C, chute, cognition, comédication et co-croft. Et finalement, ça marche assez bien si on reprend les critères que je vous ai montrés tout à l'heure de risque hémorragique. C'est vrai que c'est des choses qui marchent pas mal. Alors les chutes, donc évidemment, c'est pas nous qui faisons ça en consultation, peut-être certains cardiologues, mais c'est plutôt le gériatre. Donc il faut évaluer le risque de chute. Est-ce qu'elles sont fréquentes? Est-ce qu'elles sont graves? Est-ce que le patient peut se relever? Est-ce qu'elles sont évitables? Est-ce qu'on peut donner de l'aide à domicile pour éviter les chutes? Donc tout ça, nos collègues l'évaluent avec le risque de chute. La cognition, ça c'est très important. C'est-à-dire que si le patient prend mal son traitement, s'il en prend 2 au lieu de prendre une pilule, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Est-ce qu'il a un pilulier?
Est-ce qu'il y a une infirmière à la maison? Est-ce qu'il serait consulté si jamais il a des débuts de saignement? Donc tout ça, c'est des signaux très importants à évaluer dans la consultation du patient. L'écomédication, on va y revenir après. Bon, pour nous, c'est essentiellement l'association aux antiagrégants avec une bithérapie, voire une trithérapie. Le risque d'hypotension et de psychotropes, c'est vrai que chez les personnes âgées, ça augmente leur risque de chute. Et donc, c'est important à voir. Et l'insuffisance rénale, je vous ai montré que dans un des critères, c'était utilisé. Et c'est vrai que c'est un critère qui ressort dans plein d'études. Et donc, la fonction rénale, c'est quelque chose de très important à évaluer chez nos patients. Alors ça, c'est pour vous montrer aussi une autre chose, c'est que plus les gens sont âgés, plus ils ont un risque hémorragique, mais plus ils bénéficient des anticoagulants. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est une espèce de quadrature du cercle, mais on va évaluer le risque hémorragique chez nos patients, mais ils vont avoir aussi un très haut risque thrombotique quand ils ont un très haut risque hémorragique. C'est la même population. Et c'est eux qui bénéficient le plus des anticoagulants. Vous voyez ici l'odd ratio du bénéfice clinique net. Donc le bénéfice clinique net, c'est la différence entre le risque hémorragique, enfin plutôt le risque thrombotique et le risque hémorragique. D'accord? Donc si le risque hémorragique surpasse le risque thrombotique, on va dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Si à l'inverse, il y a un bénéfice thrombotique plus important, et ben à ce moment-là, le traitement anticoagulant aura un intérêt. Vous voyez qu'ici, ça avait été fait avec les AVK, donc avec les AOD, on sait qu'il y a encore plus de bénéfices à traiter ces patients. Et donc voilà, plus les gens sont âgés et plus ils bénéficient potentiellement de ce traitement anticoagulant. Alors voilà une autre étude qui vous montre que finalement en termes de iatrogénie, alors ça c'était vrai pour les AVK, c'est la première cause de iatrogénie chez le sujet âgé. Vous voyez, c'est responsable de 33% des hospitalisations aux États-Unis sur une cohorte de près de 100 000 patients. Donc les anticoagulants, c'est un vrai problème. Alors ça c'était vrai pour les AVK. Sur la iatrogénie, il faut faire attention à ça. Alors les conséquences pratiques, je vous en ai déjà un peu parlé. Donc ces scores ne doivent généralement pas conduire à renoncer au traitement anticoagulant. Donc il n'y a pas de contre-indication juste sur des scores, hein, ça je pense que je t'ai bien fait comprendre, mais ça permet d'évaluer le risque hémorragique du patient, notamment d'hémorragie majeure, et de traiter les facteurs modifiables. Ça c'est très important. L'intérêt aussi, c'est dans l'utilisation de de la trithérapie, chez les patients avec coronaropathie et FA. Ça va intervenir sur la durée du traitement et la dose d'AOD utilisée. Donc sans trop empiéter sur le topo après d'Emmanuel, je pense qu'il va en parler, mais vous voyez qu'il faut connaître les doses d'AOD qu'on utilise en association, en bithérapie ou en trithérapie, et vous voyez que les doses ne sont pas exactement les mêmes, notamment pour le rivaroxaban avec l'étude pionnière, c'était plutôt 15 mg qu'on utilisait en association au Plavix, éventuellement en trithérapie. Pour le dabigatran, c'est plutôt le 110 dans le cadre d'un surrisque hémorragique qui prévaut sur le risque thrombotique. Vous voyez que les recommandations, elles parlent de cette balance entre le risque hémorragique et le risque thrombotique. Donc ça, c'est important. Bon, le reste, je vais passer parce que je pense qu'Emmanuel va en parler. Et je voulais vous montrer ce qu'ils entendaient par un surrisque hémorragique dans les recommandations pour modifier la durée de bithérapie ou de trithérapie et la dose d'AOD. Et donc vous voyez que c'est pas sur un score, c'est des critères. Donc c'est antécédent d'hémorragie cérébrale ou d'AVC ischémique, antécédent de saignement intracrânien, saignement récent gastro-intestinal, une anémie due à un ulcère ou une pathologie gastro-intestinale, une insuffisance hépatique, une maladie hémostatique, une coagulopathie, un âge extrême, ils ne mettent même pas de cut-off, ou une insuffisance rénale sévère avec un débit de filtration qui est inférieur à 15 minutes pour 1,73 m². Donc vous voyez que les critères qui ont été utilisés ici ne correspondent à aucun critère que je vous ai montré avant. Et donc c'est vrai que l'évaluation du risque hémorragique, c'est très compliqué en pratique. Donc c'est un peu ça le message et on ne sait pas exactement comment les évaluer. Alors un petit mot sur la fermeture percutanée de l'auricule gauche, ça c'était une conférence d'experts de 2014 au niveau européen. Et alors c'est vrai que nous en France, je vais montrer la slide après, mais on a une indication quasiment obligatoire pour des patients qui ont des contre-indications définitives aux anticoagulants. Donc on ne peut pas implanter des patients, enfin on peut implanter, mais voilà, c'est vraiment au cas par cas. Mais l'indication c'est CHAS-VAS supérieur ou égal à 4 et une contre-indication définitive et formelle aux anticoagulants. Mais vous voyez, dans ce consensus d'experts européens, ils avaient mis qu'on pouvait discuter chez un patient qui a une indication aux anticoagulants avec de l'AFA, discuter une fermeture d'auricule chez des patients qui ont un surrisque hémorragique. Et qu'est-ce qu'ils ont retenu comme critère?
un Hasbled supérieur à 3, je vous ai montré tout à l'heure, c'était le cutoff qui était utilisé, ou l'utilisation, par exemple, d'antiagrégants associés, ou une insuffisance rénale, ou des choses qui vont augmenter le risque hémorragique. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment de données chez ces patients, mais vous voyez que dans les discussions au niveau européen, on peut éventuellement discuter chez les patients à très haut risque hémorragique la fermeture d'auricules. Pour la France, évidemment, on n'en est pas là. Et vous voyez, je vous ai remis ici, on ne voit pas très bien, pardon, ici c'est en rouge, mais les indications retenues par l'HAS, c'est CHA2VASc supérieur ou égal à 4 pour une fermeture d'auricule et une contre-indication formelle et permanente aux anticoagulants oraux. Alors après, la discussion, c'est qu'est-ce qu'une contre-indication formelle et définitive aux anticoagulants? Il y a tout un débat. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un a une hémorragie digestive et qu'on lui trouve un ulcère, on peut peut-être traiter l'ulcère, on lui arrête les anticoagulants, après on peut reprendre. Pareil sur un polype ou un cancer digestif qui peut être traité. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'une contre-indication formelle et définitive aux anticoagulants oraux? Et ça, c'est avec des discussions pluridisciplinaires avec nos collègues gériatres, avec nos collègues gastro-entérologues, neurologues quand il y a un problème cérébral. Et voilà, ça c'est vraiment des discussions multidisciplinaires qui sont importantes à avoir avant l'implantation. Donc pour conclure, l'évaluation du risque thrombotique au cours de l'AFA, c'est le score de CHA2VASc. Donc pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de ça. L'évaluation du risque hémorragique est plus complexe. En pratique, le risque hémorragique a peu d'impact sur l'indication des traitements anticoagulants ou éventuellement sur une fermeture d'auricule gauche, mais ça a un intérêt pour les ou les trithérapies post-angioplastie et la durée du traitement et la dose d'anticoagulants utilisée. Nécessité de mieux évaluer ce risque et la balance thrombose-hémorragie. Je vous ai montré que c'est vraiment un problème de balance de bénéfice clinique net pour adapter au mieux les traitements antithrombotiques pour chaque patient. Avec la spécificité du sujet âgé, je vous ai montré qu'il fallait vraiment une évaluation multidisciplinaire où le gériatre, le cardiologue de ville, le médecin traitant rentrent en compte pour prendre la meilleure décision pour traiter le patient. Merci de votre attention. Je vous propose de grouper, merci beaucoup Nicolas, je vous propose de grouper les questions après le deuxième sujet parce qu'ils sont liés. Et maintenant, on va écouter notre ami Emmanuel.